Bon, démarrons. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Vigneault. Je vais, dans le cadre de cette session, vous présenter la théorie sur les systèmes de protection et de déprotection de l'Apple II, qui sont très nombreux et nombreuses. Donc le sommaire, malheureusement, vous n'avez pas à vous y couper. On va commencer par un peu de théorie, parce qu'il y a certaines choses à savoir lorsque l'on veut devenir un très bon déplombeur, ou un déplombeur tout court. Je vais vous présenter les différents types de protection qui existent, qui sont de deux grandes familles, ce qu'on appelle les on-disk, c'est-à-dire protection plus physique de la disquette, de la protection off-disk, qui sont d'autres types, plus modernes. Et ensuite, nous allons voir les petites cartes, tout ce qui est périphérique, tout ce qui est méthode et outils pour déplomber. On terminera par une recette de cuisine. On est dans le Gers, alors il fallait quand même que je fasse une recette de cuisine. Donc première étape, la théorie. Et là, la théorie, ce sont des slides, des graphiques récupérés du site axieapple.com, qui est un site tenu par un monsieur qui s'appelle JPL. Certains le reconnaîtront. Ce qu'il faut savoir en fait sur une disquette Apple II, basiquement, elle est composée de 35 pistes. Chaque piste contient des secteurs, il y en a 16 par défaut. Et chaque secteur contient 256 octets de données numérotées de 0 à FF, ou 0,255. Et ça, c'est la face visible, quand on demande lecture ou une écriture. Mais en fait, il y a un système un petit peu plus complexe. On appelle le format utilisé par Apple, ajoute des caractères spéciaux qu'on ne voit pas, on appelle ça des nibbles, il y a certaines règles. C'est marqué sur le graphique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on va y passer 3 ans. Et déjà que René nous a fait perdre beaucoup de temps ce matin avec l'introduction. Donc continuons un petit peu sur le principe du fonctionnement de la lecture et de l'écriture. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir déplomber ou comprendre une protection? Il faut un ordinateur Apple II dans laquelle est insérée une carte contrôleur. Prenons le cas le plus typique, une carte disque 2. La carte disque 2 fait office de contrôleur, c'est-à-dire qu'elle envoie ou elle reçoit des instructions à l'ordinateur et ou au lecteur de disquette, qui est la troisième pièce du chaînon. Ensuite, ce qu'il se passe, vous voyez là-haut, il y a un petit truc qui s'appelle le Logic State Sequencer. C'est une petite puce, un petit système très simple qui a des instructions qui sont codées et qui permettent sa cadence, et ça permet d'aller lire des bits, donc des 0, des 1, et d'envoyer ça à l'ordinateur ou d'envoyer ça au lecteur de disquette. Ça, c'est le schéma, c'est vraiment la théorie très basique. Je ne rentre pas dans les détails. Quand Woz a créé ce système-là, il a mis certaines contraintes. Il faut que le bit 7 commence par un 1, qu'on ne peut pas avoir un certain nombre de zéros consécutifs, etc. C'est un petit peu compliqué et ça pourrait faire l'objet, comme je vous l'ai dit, d'une session de 3 heures, voire de 3 ans. Donc, continuons. Ensuite, sur cette partie de stockage, il y a la manière de stocker la donnée. Je vous ai dit, ce que l'on a sur une disquette n'est pas ce que l'on lit ou ce qu'on enregistre, n'est pas ce qui est enregistré ou lu de la disquette. On utilise pour cela un codage. Il y a 3 types de codage les plus connus. C'est le 4-4, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire qu'on a besoin de 2 octets sur le disque pour faire un octet en mémoire. Il y a le 5-3 qui était utilisé par Apple à l'époque du DOS 3.2, qui permettait d'enregistrer environ 13 secteurs par piste. Et il y a après un codage qui est arrivé avec le contrôleur 16 secteurs qui s'appelle le codage 6.2. Donc en fait, on utilise un certain nombre de bits du premier disque, du premier octet sur la disquette, un certain nombre de bits derrière dans l'octet numéro 2, etc., etc. Et tout ça permet d'enregistrer donc les 16 secteurs. Ce qu'il faut savoir, les 2 dernières informations importantes, c'est que le lecteur de disquette, normalement, quand il est bien configuré, tourne à 300 tours par minute. Et ensuite, une donnée où un bit est écrit en 4 millisecondes, je ne sais pas quoi, ou microsecondes, là, les MUVS. Donc on écrit les 8 octets en 32. Il y a des octets qui sont utilisés, qu'on appelle des octets de synchronisation, qui sont écrits aussi en 40. Et ce qui fait, c'est une règle assez simple, combien d'octets peut-on écrire, ou combien de nibbles peut-on écrire sur une piste
avant que le tour soit terminé, donc sans risque d'écraser la première information qui est enregistrée. Vous verrez, c'est facile et ça donnera la réponse à certains types de protection et au nombre maximum de secteurs que l'on peut mettre sur une disquette. Maintenant, il faut savoir que je ne vous parle volontairement pas aujourd'hui de protection sur cassette ni de protection sur disquette 3,5. Pourquoi? Parce que les protections sur disquette 3,5 n'ont pas apporté de nouveautés par rapport aux protections 5.25. Et les protections sur cassette, elles ont existé sur Apple II aussi. Elles étaient assez basiques, c'était plus du software que du hardware, donc c'est pas du tout du hardware. Mais bon, c'est pas très intéressant, les cassettes sont numérisées, elles sont disponibles, autant s'amuser avec une disquette 5.25 plutôt qu'avec le reste. Donc ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a deux familles. La première famille, c'est la hot disk, c'est-à-dire que c'est notre ami, la disquette, qui est protégée d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'en fait, le format standard de la disquette n'existe plus. Donc vous verrez la petite image, là, la petite photo, le scan, c'est le Vampire Fou de Jean-Louis Le Breton. C'est une jolie disquette qui était protégée aussi à l'époque, une protection assez basique. Et pourquoi je l'ai mise là? C'est qu'en fait, elle est protégée par ce que l'on appelle les changements de marqueurs standards. Ce que je vous ai montré il y a quelques slides, c'est qu'une disquette et un secteur, une piste, a un format bien particulier avec des octets, qu'on appelle un champ d'entête qui commence par D5 à A96 avec certaines informations derrière. Et après, il y a un secteur qu'on appelle le data segment qui commence lui par D5 à AAD. Tout logiciel de copie sur Apple II cherche ces marqueurs-là, trouve le secteur, le lit, et après, sur la copie, écrit avec ces mêmes informations. Pour empêcher la copie, que suffit-il de faire? De modifier ces informations-là et de remplacer par exemple le D5 à A96 et après DEA par DEBB. Donc là, le logiciel de copie cherche DEA, il trouve DEBB, donc il considère que c'est une erreur de lecture, votre disquette est protégée. C'est très basique, ça a souvent été utilisé. Le pirataillon qui n'y connaît rien, lui, il se dit « Oh, la disquette est super bien protégée, je ne peux pas la copier, je suis paumé » et il passe à autre chose. L'éditeur est vachement content, comme ça il est arrivé à vendre 555 000 exemplaires de son logiciel et il a fait fortune. Et après il va s'acheter une Ferrari. Voilà. C'est Jean-Louis Le Breton. Pardon? C'est Jean-Louis Le Breton dont tu parles là? Voilà, je parle de Jean-Louis Le Breton. Je ne crois pas qu'ils sont arrivés là malheureusement. Non, mais les... Je sais pas combien d'exemplaires il a vendu le Vampire Fou. Le Vampire Fou, je ne sais pas. On va lui demander. On lui demandera. Ouais. Pour les Froggy, je sais, mais les Froggy n'étaient pas protégés, en tout cas les derniers. Ensuite, il y a une chose très amusante, c'est, je vous ai dit en introduction, qu'un lecteur de disquette, une disquette contenait 35 pistes, numérotées de 0 à 34. Ce qu'il suffit de faire, c'est d'ajouter une piste. Donc là, au lieu d'en avoir 35, vous en avez 36. Le pirate est un peu embêté, parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire de la 36e piste? Où est-ce qu'il va mettre la donnée? Il n'en sait rien. Et les 3/4, voire 99,9% des lecteurs sont capables de lire une piste supplémentaire. Pareil qu'il y en a qui arrivent jusqu'à la piste 40. Je n'ai pas vu une seule protection qui ait poussé le vice jusque-là. Mais si vous voulez faire une protection toute bête, ajoutez une piste, c'est caché. Le logiciel de copie, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il lui copie de 0 à 34, donc les 35 premières. Et lui, votre soft, il est content parce que lui, il cherche la 36e qui n'a pas été copiée. Hop, disquette protégée. Ensuite, là, vous avez Broderbund. Broderbund est un grand spécialiste de beaux types de protection. Par Roland Gustafsson, qui en a pondu beaucoup. Il a travaillé pour SSI, il a fait de jolies protections. C'était le RDOS avec un petit fichier qui s'appelait QWERTY à l'intérieur, qui contenait une petite routine de vérif et de protection. Et il a aussi pondu, et semble-t-il, il ne serait pas l'inventeur du format, mais le format 18 secteurs. C'est une piste pour la question d'avant, combien de secteurs on peut mettre sur une disquette, sur une piste de disquette Apple II. Le 18 secteurs, c'est pas un vrai 18 secteurs avec toutes les petites informations cachées, là, les nibbles et les machins. C'est en fait 3 gros secteurs, ou 3 fois 6 gros secteurs. Donc 1536 octets x 3. Et c'est ça qui fait 18 secteurs. Parce que sur une disquette, on ne peut pas mettre plus de 18 secteurs, plus les champs cachés. Ce qui fait que si on faisait des secteurs séparés comme il y avait sur un DOS normal Apple, ça ne pourrait pas tenir et on pourrait peut-être aller à 17. Voilà. Ensuite, il y a un truc tout bête, c'est on change totalement le format de la disquette, il n'y a plus de secteur, il n'y a plus rien. On peut considérer que c'est un ensemble, un flux de 0 qui va jusqu'à la fin de la disquette.
Infocom a fait ça sur une protection, c'était Deezer Goddesses of Phobos, phase B, 18 secteurs. Mais aussi, quand vous vouliez l'octet, par exemple, ou l'index 3514 de la disquette, ça ne correspondait pas à un secteur. Et il allait fouiller, il se baladait, il promenait la tête et hop, il sortait la data. Bon, c'est craquable. Mais sinon, il y a un autre format qui est très utilisé à l'époque, début des années 80. C'était pour les logiciels qui se chargeaient en une seule fois, là, les boots en one time, comme les Serious Software, il y en a beaucoup. Ils chargeaient très vite, pour garder un peu l'expérience à l'utilisateur, pour pas qu'il ait à paroter 10 minutes avant le chargement du jeu. Mais j'utilisais un format 4.4. C'est très rapide à décoder. En 3 instructions, on lit ce qui a marqué sur le disque, on décode en mémoire et on passe et ça fait tchac 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 tchac, ça va super vite, c'est très bien. Le seul souci, c'est que c'est déprombable aussi. En tout cas, c'est incopiable. Ensuite, on a... C'est Sierra qui a beaucoup utilisé ça. On travaille sur les nibbles que l'on ne voit pas, les nibbles cachés. Je vous ai dit qu'il y avait tout à l'heure les D5 à A96 et machin, là, pour le secteur, pour l'entête, ou les D5 à AD. Entre les deux, on a ce qu'on appelle des octets de synchronisation. C'est pour que la tête, il faut préciser que le lecteur de l'Apple II est très basique, il contient quasiment pas d'intelligence, et tout se fait par voie logicielle. Donc en fait, il est très facile d'insérer au milieu de ces octets, de ces nibbles de synchronisation, certaines informations, des bits ou d'autres nibbles qui sont cachés, et au travers d'une certaine temporisation, on peut les faire apparaître. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nibble check. On vérifie qu'à un certain endroit de la disquette, par exemple piste 32, on va trouver je sais pas, logo codé en dur sur la disquette. Là, ça existe. Il y a aussi le nibble count. C'est vous qui écrivez la disquette. Donc, quand vous faites votre master, vous pouvez vous dire, sur la piste 14, je décide d'écrire 1536. Les logiciels de copie vont prendre la piste, ils sont capables de la lire, et quand ils vont l'écrire, ils vont probablement ajouter 1 ou 2 octets en plus, 1 ou 2 nibbles en plus sur disquette. Donc vous vous retrouvez avec 1537 ou 1538 nibbles. Là, le logiciel, que fait-il au démarrage dans sa vérification de protection? Il cherche 1536. Il tombe sur 1538, il dit j'ai une copie, boum, il plante. Là, comment on peut faire une autre protection. Ensuite, il y a un truc multiplan. Multiplan, il est copiable sauf une piste ou deux. Et le dépendeur va vérifier, il n'y a pas de données en fait, tout simplement. Donc c'est une protection assez basique. Certains logiciels de copie, quand ils voient une erreur, que font-ils? Ils s'arrêtent. Donc une fois que c'est arrêté, vous n'avez pas copié votre soft, et hop, c'est protégé. Bêtement, mais c'est protégé. La société MEC, bien connue pour tous ses logiciels éducatifs, avait utilisé une méthode, c'était le bloc numéro 8, c'est disquette Prodos, qui était illisible, pas formaté ou formaté bizarrement. Le logiciel est lancé, vous faites votre copie, vous vous rendez compte que le bloc 8 est peut-être sauté parce qu'il n'a pas été lu. Donc sur la disquette destination, il est écrit, il est lisible. Le logiciel vérifie la lecture du bloc 8, il y arrive, donc c'est une copie. C'est aussi simple que ça. Après, vous avez Activision, Mindscape, Baudeville, grands spécialistes de ce qu'on appelle la synchronisation. Ils ont travaillé au niveau des pistes. Quand on écrit une piste, on se met par exemple sur le secteur 0, le principe consiste à calculer le temps de déplacement du bras et de considérer que l'on va écrire par exemple le secteur 12 sur la piste d'à côté. Le logiciel de vérification de la protection, il se positionne, il lit le secteur 0, il connaît le temps de référence du déplacement du bras, il veut lire le secteur, il doit trouver le 12. Parce que là, il a synchronisé. Il voulait vraiment écrire le 12. Après, peut-être qu'il voulait écrire le 8. Et après, peut-être écrire le 7. Ça, c'est le système de protection. Là, le logiciel de copie, il va être capable de lire, mais il écrit, il ne vérifie pas le temps de déplacement, et dès qu'il peut, il écrit. Ce qui fait que vous allez vous retrouver sur la première piste avec le secteur 0, mais sur celle d'après, peut-être avec le 4. Donc le logiciel au démarrage, que fait-il? Il vérifie qu'en déplaçant la tête avec son temps, il est bien sur le 0, puis le 12, puis le 4, puis le 8. S'il n'est pas sur ça, c'est qu'il a une copie. Ça, c'est la première chose. Est-ce que l'on ne voit pas qu'il est caché?
Il y en a qui ont poussé le vice et depuis très longtemps. Frogger, c'est version Sega, et après c'était qui après Sega qui avait fait Frogger, je ne sais plus. C'est 1980-1981, protection Spiradisc. Spira, ça doit dire spiraling, c'est du vrai faux spiraling. Le spiraling, c'est considérer que les pistes ne sont plus concentriques, mais sont plutôt comme un vinyle, où il y a simplement un petit fil qui est suivi le petit trou jusqu'au bout du disque. Sur un Apple II, on ne peut pas faire ça exactement, puisque quand on déplace la tête, on ne peut pas écrire. Donc obligatoirement, il y a des petites marches d'escalier. Mais cette protection est pas mal, parce que on se déplace le bras, non pas de piste en piste, mais de demi-piste en demi-piste, voire de quart de piste en quart de piste. C'est possible avec le moteur du lecteur de disquette. Le problème, c'est que la tête de lecture est quand même assez large, donc les données, c'est pour ça qu'on arrive, petite parenthèse, c'est la raison pour laquelle on arrive encore à lire nos disquettes Apple II, c'est que la densité d'enregistrement est tellement faible qu'en fait, on n'a aucune perte d'information. Les données de la piste 1 sont quand même assez éloignées des données de la piste 2, donc je pense qu'on arrivera, si vous conservez bien vos disquettes, à les lire. Donc là, le principe, c'est d'écrire une petite partie sur une piste, une autre petite partie sur une demi-piste, etc., etc. Ça, c'est le spiraling. Il y a Electronic Arts qui a fait une petite variante qui s'appelle le track parsing. Ils sont sur la piste 6 et ils déplacent la tête. Ça fait tchac, comme ça. Et ils vérifient la lecture de certains nibbles sur la piste 6, la 6,5, la 5,5, je crois. Et ils font ça. Il y en a un qui a poussé le vice jusqu'à faire une face entière en spiraling ou pas loin. C'est le célèbre monsieur qui a écrit Hold Up et Mandragore et qui a fait sur une de ces faces-là que du spiraling. Bon, c'est amusant. Il y a un autre célèbre programmeur qui s'appelle Richard Soberka qui avait sorti chez Froggy Software plein gaz et qui a fait une version aussi, mais qui n'avait pas la version commercialisée. Il a fait une version de son jeu en spiraling. C'est mignon, ça fait un doux bruit, mais ça se déprotège aussi, mais ça se copie très difficilement. Très difficilement. Et j'ai mis une dernière petite page sur les protections à la son. Les protections à la son, il y en a une que j'adore. C'est la disquette sans encoche. Sur un Apple II, lire l'état de l'encoche, ça se fait en 3 lignes. On vérifie, on lit C0, 8E et 8D, et si le bit 7 est à 1, ça veut dire que la disquette est protégée en écriture. Ça veut dire que l'encoche n'est pas présente. Prenez les Syrtec, les Wizardry. Ils font ça, c'est une première vérif. Ça se cache super bien. Personne n'y fait attention, parce qu'on se dit c'est une disquette originale, donc ils veulent nous protéger de la destruction de la disquette. Ben ça, c'est une protection infaillible. Et personne n'y pense, mais elle est vachement bonne. Il y en a une autre, et je l'ai mise dans cette catégorie-là, c'est la protection à la son aussi, parce que ça abîme, paraît-il, la tête de lecture après moult passages. C'est la protection, là, le Prolock. Le gars a inventé la protection, paraît-il, c'était incopiable, disait-il, ou incraquable. Je ne sais plus ce qu'il mettait. Il y avait une grande publicité dans les journaux de l'époque. En fait, il faisait un trou laser au milieu de la disquette, quelque part, et en tout cas dans un endroit précis, parce qu'il fallait savoir, il fallait que le logiciel puisse relire et vérifier qu'il y avait bien un trou. Et donc, ce qui abîmait la tête. Ça revient un peu en fait à faire ce qu'on avait tout à l'heure sur la protection avec un secteur ou un bloc illisible. C'est la même chose, sauf que là, ça abîme la tête. Donc, c'est une protection à la son. C'est pour ça qu'il y a marqué merci Prolock. Et je voulais dire que protection off disk, c'est-à-dire si la disquette n'est pas protégée physiquement, elle se copie très facilement, mais il y a une vérification par un moyen déterminé qu'on est bien en possession de l'original. Ça peut être une roue de couleur, on peut être une Tunnels of Armageddon de, je ne sais plus, California Dreams. Il faut faire correspondre des couleurs et en fonction de la couleur extérieure de la couleur intérieure, ça donne une couleur qu'il faut mettre sur l'écran de l'ordinateur. Et si vous donnez la bonne couleur, ça veut dire que vous avez la roue de décomposition, de décodage, et vous avez l'original. Bon, dans un fichier texte sur la disquette, ça peut aussi se faire. Donc publier des jeux, ça rend quand même le truc un peu difficile. Mais vous avez les protections un petit peu plus vicieuses qui vous donnent l'impression qu'il faut avoir il faut
obligatoirement avoir le mode d'emploi ou le livre qui va vous donner des renseignements. Prenez la série des Carmen Sandiego. Au début, ils faisaient des protections on-disk, ils sont passés à protection off-disk. Et c'est vrai que quand vous avez Where in America's Past, Carmen Sandiego, qui est un bouquin qui est épais comme ça, écrit petit, et qui vous demande, pour valider ta nomination au rang de capitaine ou de je sais pas quoi, merci de lire page 323, chapitre, paragraphe 12, ligne 24, quel est le mot? Ça, c'est une protection en mot de passe caché au beau milieu du soft. C'est chiant. Et je pensais que ces protections-là étaient venues tardivement. En fait, il y a un jeu de level 5, là, ou non, level 10 d'Akin 5, je ne sais plus dans quel ordre c'est, qui s'appelle Caves of Karkan, qui est un soft de 81, je crois, ou 82, un truc comme ça, et qui avait une protection par mot de passe. La première que j'avais rencontrée. Bon, pas à l'époque, hein, j'étais pas net. Mais voilà, donc ça, c'est des protections qui sont assez utilisé surtout dans le monde éducatif, assez peu dans le reste, ou sur certains jeux Apple IIgs. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, il n'y a pas de protections qui sont très intéressantes côté IIgs, c'est la reprise de ce qui avait été fait avant sur l'Apple II. Ensuite, il y a la configuration mémoire, vous avez le logiciel EDD, alors je ne sais pas quelle version, je crois que c'est la 4 du Timaco, qui fait une protection, qui fait une vérification de la configuration sur laquelle le logiciel est exécuté. C'est assez difficile à faire, mais considérez que le pirate lance ou exécute la récupération du logiciel une fois en mémoire, il est sur un Apple IIe. Après, il copie le logiciel. Le DD, lui, il a mis la configuration récupérée au travers de soft switch et d'informations au milieu du programme, qui est enregistrée dans le binaire généré par le pirate. Et après, c'est lancé sur un 2C. On rend compte qu'il a tourné à l'origine sur un Apple IIe, qu'il est exécuté sur un 2C. Donc il dit, oh là là, ce n'est pas la configuration d'origine, donc c'est une copie pirate. C'est un peu excessif parce que le gars qui a un Apple IIgs, qui a un Apple IIe, qui a un Apple IIc et qui a l'original de DD, bon l'Apple IIc ça peut lui servir beaucoup, mais bon il a l'original EDD, il le fait tourner comme ça, bah, ça va pas bien marcher. Voilà, c'est assez embêtant. Mais bon, il faut savoir que c'est, comme je l'ai marqué, c'est extrême, il n'y en a pas eu souvent, mais il y en a quelques-uns qui ont fait comme ça. Ensuite, et c'est l'autre catégorie, sur l'Apple II, il y a eu des pseudo-langages, aussi bien des langages compilés, on va dire standards, style le Pascal d'Apple, tous les wizardries, les gâteaux et tout ça, ça a été fait avec ça. Et vous mettez au beau milieu une protection par mot de passe pour désassembler et comprendre le fonctionnement du logiciel avec du pseudocode. C'est la même chose que du pur assembleur 6502 qui est somme toute très basique et très facile à comprendre. Donc il y en a eu de plusieurs types. Il y a eu le M-Code d'Electronic Arts, c'est environ 16 instructions, quoi, de 14 à 16 au fil du temps, qui simule un autre microprocesseur et qui est capable d'aller faire des lectures sur la lecture du lecteur de disquette, qui est capable d'aller voir des autres mémoires, etc. Skyfox, ça, par exemple, était protégé comme ça. Et ce qui est très amusant dans Skyfox, je ne sais pas s'il met la photo là-dedans, non, je ne l'ai pas mis. Skyfox, c'est protection sur disque, protection M-Code comme ça. Et les premières versions piratées qui ont circulé de Skyfox plantaient, rebootaient dès que le joueur allait au-dessus des nuages. En fait, il y a une petite vérification qui était planquée dans le soft. Donc les premières versions, c'est très amusant à voir. Il faut les trouver, vous naviguez, vous promenez, et bim, ça reboot. Donc petite protection cachée. Ensuite, le P-code de Pascal, hein, c'est très long, très large, très chiant. Mais il y en a qui arrivent à le comprendre, à le parler couramment, qui arrivent à déplomber un tel langage. Donc ils sont très bons, mais c'est assez difficile à lire. L'autre qui a été très utilisé, bon, c'était pas tellement pour une protection, mais ça revient au même, c'est que le langage généré n'est pas difficile, est très difficile à comprendre. C'est l'intégreur basique de Galfo. CH Galfo, au début des années 80, avait sorti un compilateur de basique entier. C'est le fichier qui s'appelle G sur les disquettes Microprose. G pour Galfo, c'est original. C'est leur interpréteur de code compilé. Et sur les Microprose, vous avez assez souvent, je crois que c'est Silent Service, vous avez une sorte de protection par mot de passe. Il y a un petit bateau qui est affiché à l'écran et dans le manuel, il faut trouver la référence du navire et donner son nom. Bon, ça serait en assembleur, c'est facile à développer. Quand c'est du langage compilé, c'est plus difficile à comprendre.
Vous avez après, bon je ne parle pas des Sierra, des Infocom, des Rainbird qui sont de purs langages propriétaires. Ça se fait aussi. C'est plus long, c'est plus fastidieux, mais ça se fait aussi. Ça se déplombe, mais il faut arriver à suivre, il faut une belle feuille de papier à côté, et il faut bien tout noter, les sauts, les machins. Mais bon, on y arrive. Ensuite, je parle des faux opcodes. Ça a été peu utilisé sur l'Apple II, mais ça a été utilisé. C'est-à-dire, on sait qu'avec le microprocesseur 6502, dans certaines variantes, quand on utilisait une instruction qui n'était pas dans le jeu d'instructions officiel d'Apple, ou du 6502, ça pouvait simuler un NOP ou un double NOP ou des choses comme ça. Ça assez souvent, ça a été rarement utilisé dans ce sens-là sur le monde Apple II, mais ça a plutôt été utilisé, ces opcodes illisibles, pour cacher une protection et du code. C'est rendre en fait le trace et le suivi du programme un petit peu plus compliqué. La Origin System via Sierra Online ou en direct avec les Ultima a fait ça. C'est vrai que c'est fastidieux. Mais je crois que le pire que j'ai vu, c'est Passport Design dans, je ne sais plus comment s'appelait leur logiciel, mais il devait y avoir MIDI à l'intérieur. Pardon? Mastertrack, non? Oui, c'est ça, mais c'est l'ancêtre de Mastertrack, je dois bien MIDI machin. Oui, c'est à suivre, c'est un cauchemar, mais on finit par y arriver. Le but du jeu, c'est de perdre le pirate pour retarder la diffusion de la copie, pour permettre la vente du logiciel, hein, c'est tout simple. Donc voilà ce que ça fait. Donc, petite conclusion, mais c'est la conclusion de la première partie, hein, je vous rassure, parce qu'il y a encore 3 ou 4. Qu'est-ce qui fait une bonne protection? Déjà, c'est le mélange des deux genres, la on-disk et la off-disk, pour retarder le pirate le plus possible. Hein. Si vous faites une protection que par mot de passe, faites-la cachée vachement loin au fond du logiciel qui arrive quand le gars doit gagner un super award, sinon en soi au démarrage ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, faites des petites vérifications un peu partout dans votre programme. Light, c'était la spécialiste sur Apple II, mais je crois que sur toutes les variantes, sur toutes les versions de Dungeon Master, de n'importe quelle machine, des Atari, des Amiga et des machins, je crois que c'est quand même le seul crack qui a un numéro de version. C'est pas la version 1.0 qui est définitive quand le pirate arrive à le craquer. Là vous avez la 1, la 1.2, la 2.1, la 2.2, la 2.3, parce qu'à chaque avancée dans le jeu, il y a une vérification qui est lancée, qui est exécutée, et le pirate est obligé de revenir à la charge pour faire une modification du programme, du crack du programme. Donc ça marche, c'est assez compliqué. Je vous ai déjà donné l'exemple de Skyfox. C'est vérifier bien, non pas au début, mais n'importe quand, que quelque chose, vérifier si vous avez bien l'original. Maintenant, on va passer sur l'autre partie. On a vu les protections, et pour lire un peu les disquettes, on a besoin aussi d'outillage. L'outillage, on va commencer par l'outillage logiciel. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle un Nibble Editor, c'est-à-dire être capable de lire ce qui est réellement écrit sur la disquette. Là, ces logiciels sont très puissants. Ils permettent assez souvent de réaliser des copies, hein, les Nibble Copier ou les Nibble Editor. C'est comme ça que j'ai flingué ma copie de gâteau avec un Nibble Editor. J'ai vu qu'il y avait marqué D4 à A96 au lieu de D5 à A96. Alors j'ai remplacé, j'ai fait Write Track. Il n'a plus jamais booté. Voilà, donc c'était pas aussi simple. Mais ça marche. Les meilleurs, c'est EDD, celui de Locksmith c'est bon, celui de Copy2Plus c'est bon, évitez la version 9.1 de Copy2Plus, le flingue aux disquettes Prodos. Mais sinon, ces softs sont très très bons. Il y en a plein, il y en a pléthore, il y en a des millions. C'est assez basique, hein. C'est une instruction, une boucle, et je lis ce qu'il y a en mémoire, ce qu'il y a sur la disquette et je l'affiche. Mais après, c'est dans la facilité de pouvoir rechercher des patterns, des choses comme ça. Et c'est ce que l'on a derrière aussi sur les disques éditeurs. Là, on est sur la vision un petit peu plus haut niveau, c'est-à-dire qu'on a enlevé la couche d'abstraction de la disquette. On ne travaille plus au niveau des nibbles, on travaille au niveau des octets dont je parlais tout à l'heure. Où là, vous avez, en tout cas mon préféré, moi c'est Disk Fixer version 4. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez utiliser du codage, du décodage, vous passez en inverse, vous passez en flash, vous pouvez, donc les XOR et OR, vous pouvez tout faire. Vous pouvez modifier tous les octets pour pouvoir lire des disquettes avec des formats exotiques, etc. Faire des recherches en mémoire ou sur la disquette de chaîne de caractères ou d'octets. C'est une merveille ce soft.
Si quelqu'un a l'original, je vais bien lui racheter, parce que j'avais acheté le disc fixer 1, je pensais que c'était le même, mais c'est pas du tout le même. Ensuite, il faut du matériel. Alors, ne prenez pas de Robotron, ça ne vous servira à rien, mais prenez déjà un Apple II. Je recommande l'Apple II The. Alors, il y en a qui vont dire, mais je prends le 6502 ou le 65C02. Considérez que sur un 65C02, il y a 99,9% des softs qui vont passer. Vous aurez peut-être la première version de One-on-One d'Electronic Arts qui ne marchera pas parce qu'elle tourne qu'avec du 6502, sinon elle fait boom. Ou sinon, prenez un Apple II GS. Et si vous prenez un Apple II GS, moi, je vous recommande le ROM 3. Pourquoi le ROM 3? C'est que certains softs sont capables d'inhiber les interruptions. Mais avec l'Apple II GS, on peut bypasser ce truc-là, parce que l'interrupt manager a été réécrit. En appuyant non pas sur 3 mais sur 4 touches, on peut aller dans visiter la mémoire. Visiter la mémoire sur un Apple II GS, c'est-à-dire c'est voir la mémoire de l'Apple II 8 bits, c'est-à-dire les 64 premiers kilos, et après les prendre et se les copier, je sais pas, dans le premier méga, dans le banc 2, dans le banc 3, dans le banc 4. Quand vous faites un reset, les bancs 2 à machin ne sont pas écrasés, vous gardez le truc en mémoire, vous pouvez tout faire. Le moniteur est vachement bien pour faire des recherches, c'est une merveille pour pirater un Apple II GS. Il n'y a que quelques softs qui sont incompatibles avec l'Apple II GS, c'est les protections style Spiradisc qui requiert vraiment un disque 2 sur une machine lente, etc. Sinon, tout passe. Très belle bête. Ensuite, que vous faut-il? Un petit truc marrant, ça s'est vendu beaucoup à l'époque quand les logiciels se chargeaient en une seule fois. Une fois que le logiciel était chargé en mémoire, avec une carte d'interruption comme ça, comme la wildcard, vous appuyez sur un petit bouton, poussoir, ça lançait une interruption non masquable sur l'ordinateur, sur l'Apple II, et pim, vous vous retrouviez exécuter un logiciel sur la carte, et là vous pouviez enregistrer sur disquette le contenu de la mémoire de l'Apple II. C'est un peu l'ancêtre d'Apple II GS. Voilà. Pour moi, ça c'est l'ancêtre de l'Apple II GS. Très efficace, très pratique. Quand un logiciel après tenait sur plein de faces, tenait sur quasiment l'ensemble de la mémoire, ça n'avait plus d'intérêt, surtout que les programmeurs avaient trouvé le moyen de débrayer la carte pour qu'on ne la voit pas. Donc, ça ne sert plus à rien. Ensuite, on a besoin d'autre chose. Des petits outils qui peuvent être très pratiques. Les cartes de débogage, j'en ai pas à vous montrer, mais c'est la ProDev qui existe. C'est un peu l'équivalent de la bouton poussoir là, que je vous ai montré. Vous appuyez sur un bouton ou sur une séquence de touches et ça permettait d'aller dans la RAM, de voir l'état des registres, etc. Donc c'est assez pratique, assez peu répandu, mais il y en a. Il y a aussi la ROM modifiée. Ça, les gars à l'époque, au début des années 80, aimaient bien. Ce qu'ils faisaient, par exemple, ils redirigeaient le vecteur qui sortait des caractères. C'est en 36-37, là, au lieu d'aller en FDFO ou FDED, FDED qui va vers FDFO, ça allait vers la ROM modifiée du pirate qui était capable, par exemple, d'aller récupérer la mémoire ou de planter dans le moniteur. Des trucs assez marrants. Seul souci, c'est que beaucoup de logiciels par la suite ont vérifié, un checksum de la ROM pour vérifier qu'ils étaient bien sur un Apple II origine, avec la ROM d'origine, et non pas une ROM modifiée. Ça c'était bien, le problème c'est qu'il y a eu les clones, et que certains clones avaient une ROM modifiée, c'est les lasers, je crois que ce n'était pas du 100% équivalent, donc le soft ne s'exécutait pas alors que l'ordinateur était standard. Donc là c'est un peu la limite de l'exercice. Et ensuite l'afficheur de piste. Là, nous avons notre ami Plamen qui a fait une version moderne de ce que l'on appelle le Trackstar, qui s'appelle le Trackstar 2. Le Trackstar 2, ça affiche sous forme numérique ou hexadécimale, décimale ou hexadécimale, le numéro de piste où se trouve la tête du lecteur de disquette. Et ça, c'est très intéressant, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur la recherche de la 36e piste. Si vous voyez marqué 35 ou donc 36e piste, c'est que là, vous dites, il y a un truc. Ou si vous voyez sur une protection le lecteur s'arrête sur la piste 8 et tourne pendant 10 secondes, et après il continue, c'est qu'il fait un truc avec la piste 8. Il y a peut-être un nibble count, il y a peut-être une protection. Donc ça c'est très pratique. Clac. Donc maintenant, on va passer aux petites méthodes. On fera la partie pratique demain avec un déplombage de California Games d'Epix. Il y a la première chose, et je le dis sérieusement, c'est écouter le lecteur de disquette. J'ai fait une série sur YouTube qui s'appelle Cracking Senses.
c'est très amusant d'écouter une disquette standard, la manière dont elle tourne. Vous prenez un logiciel de copie et vous lui dites lis-moi la disquette. Prenez une disquette standard Apple, ça fait tchac, 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 tchac. Prenez une protection spiraling, ça fait tch. C'est très très amusant. Écoutez, vous verrez et vous saurez à l'œil reconnaître une protection. L'Electronic Arts, ça fait tch, 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 et après elle continue. Ça c'est très drôle. Donc, ouais, écoute, oui, il faut pas que j'ai dit écoute à l'œil, non? À l'œil. Oui, c'est ça. Ouais, non, l'oreille sera plus utile. Ce qu'il faut faire également, c'est vérifier si la disquette est lisible, si elle est copiable telle qu'elle. Vous battez pas, cherchez pas pendant des plombes à regarder le format avec un Nibble Editor. Si avec un locksmith fasse 10 copies, c'est déjà copiable. Si c'est déjà copiable, ça veut dire une chose, c'est qu'il y a peut-être un Nibble check quelque part, ou peut-être un Nibble count, peut-être une synchronisation, et peut-être une 36e piste. Il faut vérifier ça aussi. Avec un Nibble Editor, vous allez sur la dernière piste, et vous dites va à la piste d'après, et vous regardez. Si vous avez des nibbles, je vous montrerai demain, si vous avez des nibbles qui ressemblent à quelque chose, c'est qu'il y a une 36e piste. Si ce sont des nibbles qui ne ressemblent à rien, c'est qu'il n'y a rien sur le truc. Et dernière chose, et mon témoin, ça m'est arrivé une fois, vérifier s'il y a deux faces. Ouais, c'est tout con. C'est tout con, mais c'est quand tu as un soft que tu viens d'acheter légalement et qu'il arrive et que tu veux le distribuer et que tu te rends compte au moment de l'envoi qu'il y avait en fait une side B, c'est que tu as raté quand même la moitié de l'exercice. Ouais. La dernière méthode, et c'est celle qu'on mettra en pratique demain, c'est ce qu'on appelle le bout de trace. Le bout de trace, c'est quoi? C'est partir de la phase de démarrage du lecteur de disquette. Le lecteur de disquette, en général, on le met dans le slot 6, c'est pour ça qu'il y a marqué C6, la zone C000 vers C7FF. C'est l'emplacement pour toutes les cartes d'extension et leurs petites ROM. Donc en C600 à C6FF, on trouve la ROM du contrôleur disque 2. Et ce qui est vachement bien, cette routine-là, c'est qu'en fait, elle se met sur le slot, elle se met sur n'importe quelle adresse en mémoire. Donc il suffit de la reloger, de la modifier un petit peu. Et on commence la phase de piratage de la disquette. Puisqu'en fait, sur l'Apple II, la grande faiblesse, c'est la backdoor en standard. C'est qu'il faut obligatoirement que le secteur 0 de la piste 0 soit lisible. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le contrôleur sera incapable de pouvoir démarrer la disquette, mais donc c'est incapable, il ne pourra pas lire le logiciel, donc vous ne le vendrez pas votre logiciel. C'est aussi simple que ça. Donc c'est ce que l'on fera demain. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. En conclusion, cette backdoor est gênante, c'est la faiblesse de tout système Apple II. C'est pour ça que certains vont utiliser des faux opcodes ou autres, c'est pour rendre en fait la recherche de la protection le plus compliqué possible, le plus long possible. L'un des spécialistes, c'est toujours Émile avec ses infogrammes où on peut passer quelques heures, voire quelques semaines à récupérer l'ensemble du code. C'est un peu embêtant. Il faut savoir aussi, c'est très amusant, la gamme, l'étendue de protection est quand même très très vaste. Et pourquoi? C'est qu'en fait, bon, il y avait beaucoup de ventes, hein, beaucoup plus que du Commodore 64, mais il y avait également le système était tellement simple qu'on n'était pas contraint par un microprocesseur dédié, attaché au lecteur de disquette ou autre, on pouvait tout faire. On peut même écrire des nibbles qui ne sont pas des nibbles standards, hein, sur un lecteur de disquette Apple II, on peut tout faire. On peut tromper le contrôleur qui lit, on peut tout faire. C'est pour ça qu'il y en a eu autant et que les gars se sont amusés. La preuve, c'est qu'écrire en spiraling, parce qu'il n'y a pas un mec qui s'est dit au début, mon lecteur il va pouvoir permettre d'écrire un plombeur en spiraling. Mais on peut. Quand il écrit son livre, après avoir plutôt publié son livre, la système d'exploitation et de protection sur Apple II, on a vendu énormément, et pas uniquement à des utilisateurs d'Apple II, mais à des utilisateurs d'Atari ou autres, et des gars qui ont reproduit à peu près le même genre de protection sur les autres machines, aussi pour les comprendre. Ah oui, c'est ici un point important. Aujourd'hui, il y a assez peu de déplombeurs. En fait, il y a assez peu de soft côté Apple II. Il y a encore assez peu de gars qui font du soft. Et encore moins de gars qui font du piratage. Pardon, de la préservation du patrimoine informatique de l'Apple II. Et vidéoludique. Voilà, s'il vous plaît. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir.
Ouais, il y a 2 Américains et un Français qui font ça encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus, mais en tout cas, ce sont les 3 actifs. Et parce que pirater de nos jours, pardon, faire une copie de sauvegarde d'un logiciel, permettre la copie de sauvegarde d'un logiciel Apple II en 2015, c'est pas très intéressant en soi de signer, de mettre je suis le meilleur pirate du monde. Le but du jeu, c'est plutôt de faire une copie de sauvegarde la plus fidèle à l'original et d'expliquer aussi comment on arrive à faire cette copie de sauvegarde, puisque quand il n'y aura plus personne et que quelqu'un se retrouvera avec une disquette 525 Apple II et se dit qu'est-ce que j'en fais, au moins il va trouver peut-être en ligne sur le cloud, je ne sais pas où, la méthode de préservation de la chose. Et ça, c'est quand même assez important. Et il y a deux logiciels modernes qui permettent d'archiver au format à peu près complet une disquette Apple II. C'est ADT Pro de David Schmidt, qui est vraiment pour moi le meilleur logiciel de l'Apple II des 20 dernières années. Je le lui redis à chaque fois que je lui écris. Permettre de copier par audio, par série ou par Ethernet le contenu au format standard ou au format Nibble. Et ça, c'est vraiment une merveille sur ça. Ça marche sur Apple III aussi. Ça me coûte de le dire, mais ça fonctionne aussi. Et le second logiciel, SamFedUp, écrit par moi-même, c'est une version moderne en fait de SST qui était un soft de copie basé sur les routines EDD. EDD, c'est Essential Data Duplicator, c'est un très très bon logiciel qui permettait de sauvegarder l'ensemble des informations au niveau Nibble, mais bas niveau, au niveau des bits, vraiment du flux d'informations, les transitions 0,1. Là, vous avez un code moderne de Plaman, de EDD card, et qui marche très très bien. Et donc ce soft-là permet vraiment de faire une copie soit en Nibble, soit dans un format un petit peu plus évolué, avec l'ensemble des flux, des transitions. Et ça marche aussi pas mal. Ça simplifie la préservation du patrimoine. Et ça évite de passer des heures à bout de tracé. Et ça évite de passer des heures à bout de tracé, oui. Après, je vous ai mis une recette de cuisine, hein. Je vous ai dit on est dans le Gers. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon déplombeur? Déjà, il faut beaucoup de patience, hein, parce que ça ne s'apprend pas comme ça. C'est facile de copier, de lire ce qu'il y a dans les revues style complotiste, mais il faut quand même passer du temps. Il faut connaître aussi le 6502. Il faut un Apple II, il faut de préférence qu'il soit 2E ou 2GS, hein, ce sont les plus compatibles, c'est quand même mieux. Ajoutez-y 2 lecteurs de disquette avec leur carte contrôleur. Moi je vous conseille un disque 2, c'est un très bon goût, c'est parfait. Ensuite, vous mettez un bon disque de copie. Il y en a un qui existe sur le marché qui s'appelle le Logo Discopie, ou je ne sais pas dans quel ordre, mais il est pas mal. Il y a tous les bons logiciels qui vont bien. Oui, c'est sûr, t'es sûr, ouais. Hein? Mais je ne le vends pas. Pourquoi hein. tu le recommandes? Parce qu'il m'est très pratique pour faire la préservation du patrimoine. Mais je ne suis pas intéressé à la distribution. C'est le ciel. Mettez-y 3 pincées 6502, C02, 65816. Et quand je dis 3 pincées, c'est même peut-être un petit peu plus, hein, ça dépend de ce que vous aimez. Mais clairement, si vous ne connaissez pas le fonctionnement du lecteur de disquette de l'Apple II et que vous ne connaissez pas le 6502 et que vous voulez faire de la... vous allez être limité assez rapidement. Après, prenez une cuillère à soupe des formats, parce que ce que vous verrez à l'écran quand vous serez avec un Nibble Editor, si vous connaissez le 4.4, le 5.3, le 6.2, vous saurez le reconnaître tout de suite. Donc vous pourrez arriver à décoder assez rapidement ce qu'il y a écrit. Vous pouvez prendre les bouquins comme les Beneath Apple DOS ou ProDOS, dans lequel à la fin il y a un petit dépliant avec l'équivalent en hexadécimal ou décimal, je crois, des différents codages 4.4, 5.3, 6.2. Donc ça simplifie la vie. Quand on a marqué ABAB, qu'est-ce que ça veut dire? C'est utile à savoir. Donc vous y mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage, beaucoup de patience, beaucoup d'humilité, lisez beaucoup, pratiquez avec un truc qui vous fera de vous un bon décompteur. Donc voilà, c'est une recette de cuisine qui est quand même appliquée et pratique. Derrière, je vous ai mis quelques références. Le livre de Jean-Pierre Lagrange qui a été édité par Micro-Applications, sur eBay de temps à autre. Système d'exploitation de protection sur Apple II. Le grand avantage de ce bouquin-là, c'est que ce n'est pas une explication que des protections, c'est aussi comment on écrit la protection. C'est-à-dire que vous allez y trouver dedans les routines de lecture du spiraling, mais vous allez aussi trouver les routines d'écriture du spiraling. Et ça, c'est très amusant à lire. Et le second, c'est dont je viens de parler, c'est le Beneath Apple DOS, là, de Don Machin, Don Worth et Peter Lechner. Quality Software, je n'ai pas trouvé d'ISBN sur la version que j'ai, qui est peut-être un proto, je ne sais pas.
il n'y a pas d'ISBN. Mais bon, il se trouve sur eBay aussi, il a dû être numérisé 14 000 fois, il a dû être préservé lui aussi. Et en site de référence, vous pouvez trouver sur le site d'Axia, pour ceux que ça intéresse. Allez-y, l'owner du site a fait une description très précise du fonctionnement du disque 2, des différents types de protection et autres. Si pour moi il y a une référence, elle est là. On voit que le monsieur maîtrise son sujet. Vous avez après derrière le petit forum d'Axia Apple, ça s'appelle Protection Maléfique. Il y a certains, Peter Kukumba qui est dessus, et un autre aussi qui officie. Et donc on y met les explications de comment on préserve un logiciel. Et derrière, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver aussi une autre version de la carte EDD, qui est la version 1.1 de cette carte-là. Là, je vous présente la version 1.0. C'est un clone de la carte EDD+, d'Ultimaco, et qui a été réalisé par Ultimate Apple et qui est en vente sur leur site. Donc merci à JPL pour ces beaux graphiques. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc amusez-vous bien, et cette présentation sera disponible, si on a le droit, si les organisateurs nous permettent, sera disponible en ligne incessamment sous peu, après vérification par le Politburo. De la légalité de la firme. Voilà, exactement. Pour la préservation du patrimoine numérique. C'est ça. Il n'y a pas de... Bravo.